Donc encore bonjour à tous et bienvenue sur cette deuxième édition de nos webinaires de la FFF sous un nouveau format qu'on a appelé les webinaires Focus Franchise. Des webinaires au cours desquels on va être amené à interroger des experts, des franchiseurs, pourquoi pas des franchisés, en mode débat d'experts, table ronde, interview. On va essayer de multiplier un petit peu les différents types de programmes pour que ce soit toujours intéressant. L'objectif, c'est de créer un nouveau rendez-vous régulier et récurrent. Donc dorénavant, là, c'est le premier de la rentrée et on va continuer ça sur 2024-2025. Donc rendez-vous tous les troisièmes mardis du mois, créneau 11h midi. Donc, et j'essaierai de vous envoyer, dès qu'il sera complet, le programme avec quelques mois d'avance pour que chacun puisse anticiper ce format. Aujourd'hui, on accueille Régis Piry, qui est avocat et au sein du cabinet Redlink et expert à la fédération, et également Sylvain Bartholomeu, qui travaille chez Franchise Management, également expert à la fédération. Je vous laisse vous présenter tous les deux. Bonjour à tous, donc oui, Régis Piry, avocat chez Redlink, et donc qui assiste à un certain nombre de réseaux de franchise, que ce soit sur les aspects conseils, les aspects contentieux, et avec notamment le suivi d'un certain nombre de réseaux sur leurs projets depuis ces dernières années de digitalisation, d'omnicanalité, donc il s'inscrit pleinement dans le sujet évoqué aujourd'hui. Super. Et Sylvain. Sylvain Bartholomeu, président du cabinet Franchise Management, cabinet de conseil qui aide les franchiseurs dans la création, le développement et puis aussi l'optimisation des réseaux, membre du Collège des experts aussi à la fédération et puis enseignant à l'IAE Business School. Voilà. Super. Bon, merci à tous les deux. Encore merci de vous être rendu disponible et d'avoir accepté mon invitation. Le thème du jour, il est vaste, il est complexe, mais il est plus que jamais d'actualité et il était nécessaire d'en parler. On va parler de partage, alors les modèles de partage de valeur ajoutée qui concernent les ventes en ligne. La genèse de ça, c'est à la fédération en tout cas, le groupe Fnac qui nous avait sollicité pour pouvoir en parler et qu'on puisse l'accompagner dans ces démarches-là. Donc on a décidé en effet de faire intervenir des experts, donc deux experts, vous l'aurez compris, aux spécialités bien spécifiques. D'un côté, un opérationnel qui accompagne au quotidien des réseaux et qui a pu en effet, de par son expérience, découvrir un petit peu les bonnes et les mauvaises pratiques. Et d'un côté, Régis, qui lui aussi l'accompagne avec la partie juridique, mais qui a surtout un regard voilà, qui va pouvoir nous accompagner avec ce qui est possible et pas possible d'un point de vue légal et juridique. Ce que je vous propose, en effet, on va commencer. Je vous ai proposé de travailler de couper ce webinaire en trois temps. Dans un premier temps, essayer de refaire un état des lieux, un état de l'art de ce que vous avez pu déjà constater tous les deux. Est-ce que vous pensez que le modèle hybride magasin physique et magasin en ligne, est-ce que c'est devenu incontournable aujourd'hui ou est-ce qu'on peut s'en passer? Vous en pensez quoi tous les deux aujourd'hui? Peut-être Sylvain, je te laisse la parole. Oui, très bien. Alors, c'est vrai que l'omnicanalité, c'est un sujet qui concerne les réseaux depuis une petite dizaine d'années et notamment qui a été accéléré par le fait de voir des pure players en fait vouloir développer des réseaux physiques ou aussi des réseaux physiques s'interroger sur l'expérience omnicanale des clients. Donc, c'est un sujet en fait qu'on a pu voir, ou en tout cas moi que j'ai vu dans ces phases-là, dans des réseaux où le circuit physique ou le circuit digital devenait insuffisant et il fallait développer les deux leviers, quoi. Il y a une étude qui a été faite par la Fédération en novembre 2022, que j'invite tout le monde à relire, faite par Nabil Gantous, qui nous dit plusieurs choses intéressantes. La première chose, c'est grosso modo sur l'acte de vente omnicanal, vendre par le web. Grosso modo, il y a 50% des réseaux qui sont concernés et donc qui réalisent en fait un acte de vente en plus du réseau physique via le digital. Donc ça, c'est un point intéressant. Alors, donc à ta question, en fait, Thomas, est-ce que tous les réseaux sont concernés? Aujourd'hui, à date, un réseau sur deux, en fait, le pratique. C'est-à-dire Ouais. va pratiquer en fait l'omnicanalité jusqu'à la vente via le canal web. Donc ça, c'est un premier point intéressant. Il y a un tiers des franchisés qui font du click and collect. Il y a un tiers des réseaux interrogés dans cette étude-là qui font de la livraison à domicile. Et l'autre point intéressant, c'est qu'ils ont classé, en fait, ils ont interrogé un certain nombre de franchisés, ils les ont interrogés dans des catégories, ils les ont posés dans des catégories, dont une qui sont les réseaux qui pratiquent de la multicanalité,
donc on va dire l'expérience omnicanale la plus poussée jusqu'à la vente digitale, et qui sont enthousiastes. Donc ils ont appelé ça les multicanaux enthousiastes, donc des franchisés dans des réseaux où on pratique la multicanalité la plus poussée et qui en plus sont heureux de vivre dans ce réseau-là. Ils sont au nombre de 8%. Donc ça pose un sujet aussi de progression des réseaux de franchise sur ce point-là, parce qu'en fait, je pense que l'omnicanalité, elle nous est imposée par le client, et nous sommes tous consommateurs, et nous sommes tous le dimanche soir sur notre canapé à nous dire, mince, j'ai oublié d'acheter tel et tel produit. Donc en fait, c'est un enjeu. Les enseignes doivent répondre à ce sujet-là, mais on est tous aussi frustrés par l'omnicanalité, parce que quand on a passé notre commande le dimanche soir sur notre canapé et qu'on reçoit le produit qui n'est pas le bon, ou que la date de livraison n'est pas la bonne, ou qu'on a commandé une pizza le dimanche soir parce qu'on n'avait rien dans le frigo, n'est-ce pas Thomas? Et qu'on la reçoit froide ou dans des conditions de livraison qui nous travaillent tous un peu. Ce sujet-là, je pense qu'il n'est pas terminé en fait. Les enseignes n'ont pas terminé de le travailler jusqu'au bout. Et parce qu'il y a le défi de l'agilité, de la réactivité vis-à-vis du client, mais il y a aussi le défi de maintenir une bonne promesse consommateur. Et ça, c'est un vrai enjeu. Quand vous faites, pour prendre quelques exemples de clients, des très très bonnes pizzas, mais qu'elles sont livrées froides dans des conditions qui sont un peu frustrantes ou paradoxales pour le consommateur, bah, en fait, vous avez entaché votre produit, quoi. Donc ça, ces sujets-là concernent en fait tous les réseaux et doivent être traités. Donc, tous les réseaux ne font pas aujourd'hui de l'omnicanalité. Tous les réseaux iront parce que le consommateur le souhaite. Et le défi pour tous les réseaux, au-delà du partage de la valeur dont on parlera, c'est aussi l'expérience consommateur. Alors, Merci pour ton éclairage. pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, Sylvain, je trouve que c'est très intéressant de commencer d'ailleurs par l'étude qui a été menée par l'intermédiaire sous l'égide de Nabil Gantouz et donc dans le cadre du comité scientifique de la fédération qui avait donné lieu aux entretiens de la franchise en 2022. Donc, c'est un rapport effectivement assez dense. Il y a pas mal de choses intéressantes sur des bonnes pratiques aussi, et donc je trouve que c'est une bonne chose. Et aussi de pouvoir commencer sur finalement l'omnicanalité, c'est le client, hein, c'est centré autour du client. L'expérience client, quel que soit le canal par lequel le client va accéder à votre réseau, il faut que l'expérience client, que l'image de marque, qu'il y ait une cohérence qui soit respectée. Donc oui, un modèle aujourd'hui qu'on appelle un modèle hybride ou omnicanal semble aujourd'hui incontournable et progresse au sein des réseaux sous l'effet évidemment de certaines mutations qui ont été inhérentes au contexte notamment sanitaire en 2020, évidemment avec le Covid. On a vu déjà d'ailleurs un certain nombre de réseaux essayer de prendre les choses en main. Ils avaient déjà plus ou moins réfléchi. Et bon, on y reviendra par la suite. Et quand c'est un peu improvisé, où il n'y a pas la pédagogie à l'égard du réseau, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais toujours est-il qu'il y a eu nécessairement cette idée on va aller davantage sur l'omnicanalité, sur le digital, compte tenu voilà, d'éléments extérieurs, mais évidemment aussi, principalement aussi des évolutions comme tu disais, Sylvain, des habitudes de consommation du client. Et donc aujourd'hui, moi je pense effectivement que l'organisation de l'omnicanalité, c'est un élément clé pour les réseaux de franchise. C'est un élément même très souvent, nous, en tout cas, d'un point de vue juridique, on vient l'assimiler à un élément du savoir-faire. C'est-à-dire qu'il y a un savoir-faire physique, mais aussi désormais un savoir-faire digital dans les réseaux de franchise qui peuvent justifier un certain nombre derrière de clauses contractuelles. Mais il y a aussi une raison juridique, je pense, pour se dire, et j'entends les chiffres effectivement, Sylvain, et de voir qu'ils progressent, parce qu'il y a aussi cette idée, c'est que là où ça devient incontournable, c'est qu'il y a un argument peut-être juridique, c'est que aujourd'hui, c'est assez clair, il y a une réglementation européenne qui l'affirme de manière expresse et on ne peut plus se poser la question en matière de franchise, est-ce que ça s'applique ou non versus les autres réseaux de distribution. On a une réglementation européenne depuis 2022 qui vient assimiler à l'interdiction qui serait faite à un franchisé d'avoir son propre site internet e-commerce, qui utiliserait des réseaux sociaux, ce qu'on appelle des plateformes publicitaires, donc pour être visible sur le net. Cette interdiction serait illicite en réalité, pourrait constituer ce qu'on appelle une restriction caractérisée de concurrence.
Ça a été, d'ailleurs, ça fait l'objet d'une décision assez récente de l'autorité de la concurrence de février 2024 concernant un réseau donc de franchises où il a été confirmé que l'interdiction qui serait faite à des franchisés d'utiliser leurs propres outils, on va dire digitaux, le site internet, pourrait être considéré, enfin, est normalement considéré comme illicite. Donc, par rapport à cela, c'est que si le franchiseur ne va pas développer lui-même ses outils, de toute façon, certains franchisés de son réseau vont chercher à le faire et on ne peut pas l'interdire. Donc, l'idée, c'est, à mon sens, en tant que réseau, il faut occuper le terrain. Il faut occuper le terrain à travers, évidemment, le site. Première chose, le site, éventuellement e-commerce, ça dépend de l'activité du franchisé, mais en tout cas, le site, on va dire plateforme, la plateforme de la marque, la plateforme du réseau pour montrer aussi un certain nombre d'exigences en termes de qualité, en termes d'image de marque, en termes de qu'est-ce que souhaite le franchiseur sur le digital, sur le net. Donc, c'est vraiment se dire, mais les outils qui vont être créés et mis en œuvre par le franchiseur vont servir ensuite de modèle à respecter si le franchisé souhaite lui-même avoir ses propres outils. Donc, je pense que ça, c'est un élément essentiel. Et c'est aussi pour occuper le terrain, c'est-à-dire que si on laisse trop facilement des franchisés et sans l'encadrer, on peut se retrouver face à certains franchisés qui finalement vont monopoliser un peu au sein du réseau le e-commerce au risque de créer des déstabilisations et des ruptures d'équilibre peut-être entre franchisés, franchiseurs. Enfin, d'ailleurs, on le voit, il y a eu un certain nombre de contentieux aussi récemment où on voit, mais on y reviendra, sur des contestations de franchisés concernant des ventes sur Internet d'autres franchisés ou du franchiseur. On voit bien il y a des tensions là-dessus. Et il y a une règle qui est essentielle d'un point de vue juridique, c'est que euh, au sein des réseaux, on est entre opérateurs indépendants, donc doit jouer la concurrence. Et qui dit doit jouer la concurrence quand c'est des magasins physiques qui sont très éloignés, il y a peut-être moins cet affrontement de la concurrence, moins de visibilité, mais là, on est sur Internet. Donc, la concurrence peut se voir beaucoup plus facilement. Donc, vraiment, cette idée d'aller encadrer et d'occuper le terrain, donc incontournable, parce que c'est de toute façon certains membres du réseau, si on n'y va pas, certains membres y iront de toute façon. Clairement. Ok, donc du coup, le résumé, tu l'as très bien fait, mais donc, oui, incontournable, même si aujourd'hui les chiffres montrent qu'on n'a pas 100% des réseaux, mais en tout cas, en temps, ça continue à croître très rapidement. Donc, si ce n'est pas déjà incontournable, ça va le devenir. Et deux, la nature a horreur du vide et la loi a horreur du vide. Et il vaut mieux en effet que le franchiseur prenne les devants et anticipe et propose une solution plutôt que de ne rien faire et au risque que ce soit fait. Alors parfois bien fait, mais malheureusement parfois mal fait par les franchisés et au risque de détériorer l'image de marque du réseau. Donc autant prendre le taureau par les cornes et proposer quelque chose. Donc on a déjà du coup un petit peu anticipé sur la deuxième question qui serait avantage et inconvénient. Donc on peut déjà le citer. Inconvénient, c'est ne pas le faire, c'est prendre le risque que ce soit mal fait ou mal contrôlé. Donc ça c'est déjà un des premiers inconvénients. Maintenant, dans quelle mesure ce modèle ça peut devenir un frein ou, à l'inverse, devenir un moteur pour les réseaux qui sont devenus mixtes aujourd'hui. Est-ce que vous aurez comme exemple positif ou négatif pour montrer les avantages et les inconvénients? Aujourd'hui, moi, ce que je vois en fait derrière les freins ou on va dire, les conflits qui peuvent naître dans les réseaux sur cette logique d'omnicanalité, c'est le sujet de l'incompréhension des enjeux pour les franchisés. Notamment, il ne faut pas rêver, mais le modèle digital n'est pas rentable en un claquement de doigts. Des fois, les franchisés s'imaginent que, à l'image des startups, créer un site web, c'est faire beaucoup d'argent. Mais en fait, ce n'est pas la réalité. C'est quand même des modèles qui sont de plus en plus complexes et qui sont de plus en plus coûteux aujourd'hui, hein. Le digital coûte énormément d'argent pour les enseignes. Donc, il y a en fait une méconnaissance de la complexité des coûts liés à la présence digitale pour les enseignes. Et puis derrière, il y a le sujet du partage de la valeur. Comme disait Régis, en fait, les franchisés le vivent comme un concurrent, parfois, dans beaucoup d'enseignes, surtout dans les enseignes, en fait. Du retail, parce qu'en fait, si on parle d'omnicanalité en fonction des secteurs d'activité, il y a l'omnicanalité pour les franchises de services, où là, en fait, l'omnicanal consiste essentiellement à apporter des clients.
aux franchisés pour qu'ils puissent exercer la prestation. Donc là, en fait, c'est un outil au service du réseau, puisque c'est un outil qui va générer parfois, dans certains réseaux moi, que j'accompagne, c'est 25% des clients en fait, du réseau sont apportés grâce au digital. Donc là, en fait, il n'est absolument pas contestable et pas contesté. Si on n'a pas ça, on perd 25% de nos clients. Après, il y a la restauration où là, on est sur la logique click and collect, livraison, mais quand même, l'acte de fabrication est fait par le restaurateur. Donc, à un moment donné, en fait, la facturation est faite par le client, par le franchisé. Et donc, en fait, pareil, on sert en fait le développement du franchisé. Et après, il y a tout ce qui est acte de vente, le retail en général, où là, par contre, ça peut être perçu comme un concurrent. Et c'est là, en fait, où l'enjeu du partage de la valeur est vraiment prégnant, en fait. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment deux sujets en termes de freins à traiter. C'est ce sujet de partage de la valeur et c'est ce sujet de compréhension des enjeux et des coûts. Une stratégie digitale, comme tu le disais très bien, Régis, il y a des franchisés qui s'imaginent community manager, capable d'animer les réseaux sociaux ou capable demain de créer un site web de vente en ligne. J'en connais certains pour ne pas les citer. Je me souviens d'un audit il y a 3 4 ans dans un réseau où un franchisé qui avait un magasin, je ne citerai pas la marque évidemment, avait créé en fait une plateforme de vente en ligne et c'était à l'étage en fait dans son grenier. Il y avait tout un stock, il achetait des produits d'Asie, etc. Alors que c'était une marque plutôt haut de gamme, CSP+. Mais en fait, il avait eu cette idée folle de créer en fait des compléments, de la vente additionnelle avec un site web, etc. Évidemment que ça ne marchait pas, parce qu'un site ne fait pas la vente. Ce qui fait la vente, c'est aussi le référencement, c'est, etc., etc. Donc mais par contre, ça crée beaucoup de distorsions dans le réseau, parce que quand vous avez un franchisé qui se dit, tiens, je vais commencer à faire de la vente additionnelle, je vais créer mon propre site web pour poser des produits de décoration en plus des prestations que je fais, évidemment que ça crée en fait beaucoup de doutes au sein du réseau. Donc, il faut prendre à bras le corps le sujet, il faut le prendre avec la pédagogie, combien ça coûte, quels sont les enjeux, quelle est la complexité. Si vous ne faites pas en fait d'éducation, en fait d'explication vis-à-vis du réseau, en fait le réseau ne comprendra pas. Et le deuxième sujet, je pense, c'est le juste partage de la valeur derrière, et notamment quand on est sur des canaux de vente qui entrent forcément en concurrence. Il ne faut pas rêver, mais dans le retail, ça rentre en concurrence quelque part. Même si ça génère plus de business pour les deux au final, il y a une logique, c'est vécu comme une forme de concurrence. Oui, sur le frein au développement du réseau, on l'a vu avec certaines décisions et certaines procédures qui ont donné lieu à des décisions de différentes juridictions, même jusqu'à la Cour de cassation, avec des exemples dans certains réseaux où du e-commerce avait pu être mis en œuvre par le franchiseur avec cette idée de vente sur le site du franchiseur, même avec parfois des mécanismes, en imaginant des mécanismes de compensation, c'est-à-dire que s'il y a une vente réalisée à un client qui est localisé sur un territoire d'un franchisé, il peut y avoir l'idée de rétrocéder une somme, etc. Mais quand bien même ce genre de mécanisme a été mis en œuvre, ça a donné lieu à des frondes, littéralement, hein, de certains franchisés. Dans certains réseaux, ça a été des contestations de plusieurs franchisés, voire plusieurs dizaines de franchisés. Donc, évidemment, c'est un enjeu en termes de développement parce que derrière, ça peut conduire à des résiliations de contrats, à des sorties de réseau, parce que concrètement, on s'oppose à la politique qui a été à un moment donné pensée par le franchiseur. C'est vrai que l'idée de franchiser, c'est vraiment finalement l'objectif aussi d'un réseau de franchise, c'est aussi de mailler le territoire, de se développer avec des magasins hein, avant toute chose. Donc il y a quand même cette idée qui est importante. Et donc, mais derrière, les franchisés aussi, il doit y avoir cette conscience que ils sont aussi des indépendants, ils sont des concurrents entre eux, ils sont des concurrents avec le franchiseur. Euh, Potentiellement, ils sont des concurrents. Euh, donc, moi, l'avis, c'est effectivement, c'est que pour mettre en place l'omnicanalité, ce qui est essentiel, ce qui me paraît essentiel, c'est cette stratégie du changement, c'est d'accompagner ce changement au sein des réseaux, c'est de pouvoir faire preuve de pédagogie, d'expliquer les choses. Et je partage pleinement ce que disait Sylvain, c'est-à-dire que il faut expliquer les enjeux derrière aux franchisés
Euh, Parce que le franchisé, lui, ça va peut-être lui créer aussi des investissements, des caisses spécifiques en magasin, des caisses connectées et autres. Évidemment, le franchiseur, lui, peut investir lourdement dans un système omnicanalité qui fonctionne avec tous les logiciels, avec tous les systèmes que cela engendre. Mais le franchisé aussi, demain, il peut avoir voilà, cette obligation de remonter la donnée client pour que ça fonctionne. Il faut connaître son client au niveau du réseau pour faire de la bonne communication efficace. Ça peut donner lieu même parfois à des redevances spécifiques, des nouvelles redevances. Donc Exactement. là, au-delà de la pédagogie, c'est même juridiquement aller chercher potentiellement l'accord express des franchisés parce qu'on vient modifier quand même aussi avec ces investissements, ces redevances spécifiques, ces remontées de données clients, certaines règles de départ du contrat de franchise. Et aussi, c'est évidemment cet enjeu lié au chiffre d'affaires avec du chiffre d'affaires qui est réalisé aujourd'hui sur le digital. Alors peut-être pas à des niveaux auxquels on peut penser, mais il y a du chiffre d'affaires. Donc le franchisé, il faut lui expliquer. Et donc là, on verra un peu plus tard sur les bonnes méthodes, peut-être les bonnes pratiques, mais toujours est-il, en tout cas, dans l'accompagnement, dans la mise en place, déjà, la bonne pratique, c'est de faire preuve de pédagogie, et je pense que ça ne peut fonctionner dans un réseau de franchise si l'idée, ça doit être le web to store, ça doit in fine, l'objectif d'un réseau de franchise, c'est quand même le développement, je pense, des franchisés, des succursales, peu importe, Exactement. ces points de vente mixtes, franchisés, succursales. Donc, il doit y avoir aussi dans cette mise en place un message fort de la part du franchiseur. On met en place tous ces instruments, ça peut créer de la concurrence là où il n'y en avait pas avant, mais ça, on peut pas, c'est inhérent à notre organisation avec des indépendants. Donc ça, on ne peut pas le supprimer et sinon on serait en risque d'ailleurs par rapport aux autres de concurrence. Donc, mais in fine, quel est l'intérêt? C'est de l'intérêt général du réseau et c'est vraiment cette idée de trafic en magasin, d'essayer de créer évidemment du chiffre d'affaires supplémentaire ou en tout cas de maintenir son chiffre d'affaires par rapport à des concurrents du réseau qui ont mis en œuvre l'omnicanalité ou des pure players ou des plateformes qui ont des potentiels très importants de concurrence sur le réseau. Donc, il y a vraiment cette idée pour que ça fonctionne, c'est d'accompagner, de faire participer finalement aussi, engager finalement les franchisés avec cet objectif qui doit quand même, je pense, être celui du web to store. Ouais. Merci à tous les deux. Donc, de la communication, de la pédagogie, de l'accompagnement, ce qui est le propre du métier de franchiseur. Mais là où on peut avoir quelques lacunes, c'est que le franchiseur, il est habitué à le faire sur son cœur de métier, sur son cœur d'activité, sur là où il a sa valeur ajoutée, sur son savoir-faire de base. Ça, Ouais. c'est un nouveau savoir-faire. Alors, tu l'as dit, Régis, en effet, qui est maintenant de plus en plus à intégrer carrément dans le business model. Ça devient un complément de savoir-faire de franchiseurs pardon, qui ont le même secteur d'activité, un qui est bien développé sur le web, comment dire, est fait de façon transparente, équitable, l'autre pour lequel c'est pas encore clair, un futur franchisé, il va regarder ce point-là également et probablement se positionner vers le franchiseur qui aura été le plus clair et le plus anticipé, enfin le plus en avance sur ces sujets de répartition. Mm. Après, il y a aussi un autre point qui va faire la transition avec la troisième partie, c'est que aujourd'hui, sans parler de développement de franchise, on va parler de chiffre d'affaires d'un point de vue client. Euh, Si je ne le fais pas, mon client ira de toute façon vers une autre franchise ou succursale à la limite, peu importe, ou indépendant. Mais je vais le perdre. Donc maintenant, est-ce qu'il faut pas mieux le faire et apporter de la valeur ajoutée dans du service, dans du conseil derrière avec cette logique que je disais de Web to Store, plutôt que de ne pas le faire parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord ou parce qu'on est à marge zéro. Euh, voilà, il y a une vraie question là-dessus aussi. Et donc du coup derrière, j'emmène sur la troisième partie qui va être Et d'ailleurs, euh, peut-être juste sur un point, oui. aujourd'hui, ce savoir-faire digital, hein, après, qui peut être plus ou moins développé, peut même être un élément attractif pour des franchisés. Bien sûr. Oui, tout à fait, hein. Parce C'était le but. que, et notamment, je vois des exemples dans le domaine de la restauration où finalement la capacité, le savoir-faire marketing du franchiseur, comment je sais mettre en avant les produits, comment j'utilise les avis clients, comment en termes de notation, enfin tous ces aspects-là,
peuvent être un élément important là où dans la, même la restauration sur les secteurs, on peut être à 20, 30, 40% de chiffre d'affaires aujourd'hui par l'intermédiaire des plateformes. Exactement. En fait, c'est là où tu as tout à fait raison, Régis. Il y a deux conséquences. La première conséquence, c'est effectivement que le digital est un pourvoyeur de business et de visibilité. Moi, je l'ai vécu, hein, j'ai accompagné plusieurs réseaux qui étaient d'abord des pure players et qui ont développé des Mm. réseaux physiques. À chaque fois qu'on implantait un magasin physique en fait sur le territoire, le site web faisait plus 20. Parce qu'en fait, les deux se Oui. nourrissent quelque part et la visibilité d'un point de vente, l'action commerciale, le travail sur le territoire, en fait, crée du business aussi pour la marque en général. Et on l'a vécu tous dans les réseaux, hein. Plus un réseau a un maillage fin, plus derrière, bah, les autres franchisés qui ont l'impression que d'autres franchisés qui s'implantent leur font concurrence, en fait, les nourrissent parce qu'on développe la visibilité de la marque, on développe l'effet de masse, etc. Donc il y a toujours cette logique de volume qui est importante. Et là, il faut avoir la conviction que plus notre marque est visible, plus derrière, on y gagnera. On y gagnera en massification, en synergie, en mutualisation, et puis en nombre de clients, ça c'est évident. Le deuxième sujet important, tu en as bien parlé, Régis, c'est en fait il y a le qui fait quoi dans le dispositif et il y a le qui gagne quoi. Et en fait, c'est ces deux sujets qu'il faut prendre à bras le corps. C'est Mm. reposer la chaîne de valeur et se dire qui fait quoi dans le dispositif et derrière qui gagne quoi. Dans la restauration, évidemment, aujourd'hui, avec les ventes via les plateformes, hein, Uber Eats, Deliveroo, etc., il y a une partie non négligeable du chiffre d'affaires. Pour certaines marques, c'est des fois plus de 50%, hein, 70% du chiffre d'affaires qui passe via ces plateformes-là. Donc en fait, ça a complètement changé les modèles, en fait. Ça a radicalement changé les modèles. Ça change le modèle sur le qui fait quoi, mais ça change aussi le modèle sur le qui gagne quoi, parce que ces plateformes, elles coûtent de l'argent. Généralement, les prix de vente ne sont pas les mêmes, donc le chiffre d'affaires n'est pas le même, et donc la question de la redevance n'est pas la même. Si j'indexe ces différentes sources de chiffre d'affaires sur le même niveau de redevance, à un moment donné, le franchisé va avoir le sentiment d'y perdre. Parce que quand il vend de chez lui un produit à 10 euros et ils payent X% de redevance, et que de l'autre côté, ils vendent un produit à 12 euros, ils payent la commission de la plateforme et en plus, ils payent de redevances sur 12 et pas sur 10, ça pose un vrai problème. Donc voilà, donc ce sujet-là, en fait, c'est se dire quelle expérience consommateur on veut construire, qui fait quoi en digital et en physique, et derrière, comment se construit la répartition de la valeur et donc qui gagne quoi en fait. Et alors justement, quelles sont, vous, les bonnes pratiques ou les innovations dans les différents clients que vous avez pu accompagner? Euh, Qu'est-ce que vous avez pu voir, en effet, pour conclure en tout cas cette partie de débat, avant de passer sur la partie questions-réponses? Quelles sont les bonnes pratiques que vous pourriez échanger aux personnes qui vont nous écouter? Ceux qui sont, je pense, en effet à l'affût de ça, en disant, OK, tout ça, je vais pas dire qu'on enfonce des portes ouvertes, parce que c'est toujours bien de les rappeler, et ça paraît évident, mais et pas toujours. Donc, c'était important de faire ce rappel. Maintenant, la vraie valeur ajoutée, quelles sont ces astuces, les bonnes pratiques, qu'est-ce que vous pouvez voir au quotidien qui vont intéresser nos auditeurs? Alors, je vais laisser la main à Régis après, parce que je pense qu'il y a des sujets très importants sur l'aspect juridique. Je me permets un élément, Vas-y. c'est ne jamais oublier qu'en fait, le consommateur oscille. Et on l'a vu avec le Covid. Au moment du Covid, les gros conflits, moi, que j'ai vus dans les réseaux sur ce sujet de l'omnicanalité, c'est des réseaux qui ont, le mot est dur, mais c'est un peu la réalité, délaissé le réseau physique et qui se sont concentrés sur la vente en ligne. Alors, pour des raisons de faire du chiffre, de continuer à faire vivre la marque, etc., il y a plein de raisons valables, hein. Il n'y a pas de jugement de valeur par rapport à ça, mais c'est un constat. Quand vous êtes franchisé et que vous voyez que, en fait, quelque part, la marque continue à tourner, mais que vous êtes bloqué, ça crée énormément de frustration. Et ça a créé, en fait, des frustrations très lourdes et ça repose la question, en fait, du partage de la valeur sur l'omnicanalité. Il ne faut pas oublier, c'est que là, sur les stats qui sont sortis 2023-2024, c'est plutôt dans les réseaux où il y a de la vente en ligne et de la vente en magasin, c'est plutôt les magasins qui résistent bien. Pourquoi ils résistent bien? Parce que le consommateur ressort, évidemment, parce que le consommateur a besoin de comparer, et parce qu'il y a un sentiment aussi qui peut être lié à l'inflation, etc.,
comparer, acheter, de ne pas se tromper, etc. Donc on l'a vu en fait en 2023, des circuits physiques plutôt mieux résistés que la vente en ligne qui a pris quand même des chiffres moins glorieux que les plus 20, plus 30 qu'ils ont eu pendant des années. Puis après, il y a une logique de service, de conseil qui est revenue en fait Oui, c'est au ça. cœur du dispositif. Donc, ne jamais oublier que en fait, euh, quelque part, on ne se fait pas concurrence, on fait corps. Et on doit construire un système qui fait corps. Ça, c'est vraiment important, mais un système qui doit être challengé aussi et revu régulièrement. Et derrière, la logique de la transparence, elle est extrêmement importante. Et c'est pour ça que j'aimerais bien poser une question à Régis. Est-ce que toi, tu as vu des contentieux euh, importants sur ce sujet de l'omnicanalité et quelles leçons t'en retires? C'était pas préparé, donc je suis Non, non, désolé. bien sûr. Non, non, aucun problème. Pas de problème. Je suis Euh, curieux. des contentieux, en fait, moi, ce que j'observe aujourd'hui, c'est que classiquement, les contentieux, enfin, en tout cas les décisions de jurisprudence qu'on voit, c'est par définition quand c'est des sujets, il y a des sujets au sein des réseaux qui sont conflictuels, évidemment. Classiquement, en matière de franchise, on avait quand même des contestations sur la consistance du savoir-faire, sur l'information précontractuelle. Ça, c'était quand même des. euh, mais pour différentes raisons, ça tend aujourd'hui, je trouve, à aller davantage sur l'exécution du contrat, euh, moins sur le précontractuel, même s'il existe encore évidemment des choses, mais plus sur cette notion d'assistance du franchiseur, mais aussi derrière cette obligation de loyauté du franchiseur. Une obligation de loyauté qui est inhérente à tous les contrats, hein, que ce soit la franchise ou autre, mais avec une acuité particulière en franchise. Pourquoi? Parce que enfin, la franchise, au départ, c'est quand même l'idée de réitérer la réussite commerciale du franchiseur. Si demain, c'est pas un franchisé, mais c'est de nombreux franchisés du réseau qui n'arrivent plus à connaître une réussite et une profitabilité suffisante, est-ce que c'est pas et parmi ces éléments qui peuvent être mis en avant pour justifier cette absence de rentabilité, il peut y avoir le côté on a délaissé un peu les magasins physiques, mais aussi on a privilégié en tant que franchiseur finalement le e-commerce et donc peut-être parfois, d'ailleurs, c'est comme tu le disais tout au départ, c'est un peu surestimé, hein, surévalué à la hausse, ces ventes réalisées dans le cadre du e-commerce, mais il y a quand même cette idée de certains franchisés de se dire, là, quelque part, le franchiseur va m'empêcher peut-être de connaître la réussite aujourd'hui avec cette concurrence que me fait le franchiseur à travers un certain nombre de ventes réalisées notamment directement auprès de clients de mon territoire. Donc oui, il y a des contentieux. Je trouve que de plus en plus, on vient, et notamment sur ces aspects e-commerce, et j'ai pu en suivre euh, avec cette obligation de loyauté, avec cette idée, parce qu'il y a quand même normalement une règle de départ, c'est que si vous êtes franchiseur et que vous avez concédé une exclusivité d'implantation, enfin une exclusivité au franchisé, mais qui porte plutôt sur l'implantation physique du magasin, ce que vous pouvez faire sur le e-commerce, normalement, on considère que ce n'est pas illicite et ce n'est pas contraire aux exclusivités que vous avez concédées. Ça, c'est quand même le point de départ. Donc, derrière, normalement, le franchisé ne peut pas vous reprocher de vendre sur Internet en qualité de franchiseur. Mais donc, derrière, on a ces obligations de loyauté et on a ces obligations finalement avec cet objectif même de la franchise, qui est la réitération de la réussite commerciale. Et donc, on voit de plus en plus, effectivement, des actions sur ces aspects-là. Moi, encore une fois, ma réaction par rapport à ça, c'est de se dire, d'où l'idée, encore une fois, on est entre concurrents quand même, mais l'idée de faire corps, ça doit être dans l'idée toujours, et c'est pour ça que j'imagine vraiment le digital aussi comme une composante du savoir-faire, ça doit être organisé, ça doit être encadré également, alors avec les limites qu'impose la réglementation, mais ça doit être encadré par le franchiseur, et pour donner peut-être une bonne pratique. Moi, il y a cet élément qu'on a évoqué dès le départ, c'est le client, la place du client dans l'omnicanalité, l'hyperpersonnalisation, l'expérience client, le parcours client avec le parcours le plus aisé possible. Et finalement, est-ce que le client n'est pas le juge de paix sur la répartition des valeurs? C'est-à-dire que moi, en tant que franchiseur, mon idée, c'est le web to store, que ce soit vers les franchiseurs ou les succursales. Et après, je vais organiser ne serait-ce que mes propres outils, que sont par exemple, évidemment, en premier lieu, le site du franchiseur, avec, par exemple, si on est sur de la vente de produits, hein, sur du retail, le client vient sur le site du franchiseur,
il peut accéder à un produit, mais il peut l'accéder de différentes façons. Soit en vente à distance directement auprès du franchiseur, c'est le franchiseur qui livre, c'est le franchiseur qui facture, c'est le franchiseur qui obtient le prix en compensation. Mais peut-être que effectivement le client va souhaiter plutôt être sur du click and collect, du retrait à proximité. Donc là, il va choisir lui-même le magasin dans lequel il souhaite retirer. Après, il y a différents mécanismes, mais le franchiseur, là encore, peut être le vendeur, mais le produit va plutôt être prélevé chez le franchisé. Dans ce cas-là, avec l'idée d'une compensation évidemment financière qui doit revenir au franchisé, c'est-à-dire que la marge finalement doit être là chez le franchisé qui aura été choisi par le consommateur, et voir des livraisons à domicile où là on peut imaginer d'ailleurs que euh, finalement, quand il y a une demande, il y a une commande sur le site Internet, cette commande peut être transmise à plusieurs franchisés du réseau, indépendamment des exclusivités territoriales. Donc là, il faut l'organiser aussi contractuellement pour pas que ce soit perçu comme une... Mais en fait, on va proposer finalement aux franchisés qui sont à proximité de répondre, et finalement le plus rapide aura peut-être vocation, donc lui, à fournir. Mais donc là, on voit, c'est le consommateur finalement à qui on va offrir différents outils, enfin différents accès aux produits. Et lui, selon son besoin, selon ce qu'il souhaite, sa volonté, donc il y a soit un achat auprès d'un franchiseur, auprès d'un franchisé, mais si c'est auprès d'un franchisé, ou en tout cas c'est prélevé sur le stock du franchisé, dans ce cas-là, il est normal qu'à un moment donné, la marge revienne, quitte à ce que le franchiseur perçoive une petite commission là-dessus au titre de l'organisation du système. Mais donc, voilà, ça, c'est des outils, je trouve, qui sont intéressants parce que là, parce qu'il faut se dire aussi, c'est que sur le e-commerce, imaginez, on a des mini-sites de différents franchisés sur le site du franchiseur. Il y a un écueil aussi à éviter, c'est que c'est pas au franchiseur de dire impérativement cette demande, cette commande du client, elle est directement menée vers tel franchisé. Là, potentiellement, on est sur de la répartition de commandes qui peut être largement challengée au regard des règles de concurrence. Donc, voilà un peu voilà, quelques bonnes pratiques que j'ai pu Ouais. constater. T'as tout à fait raison, Régis. Et en fait, c'est important de rappeler qu'en fait, doit être construit en fonction du client et en partant du client, notamment sur l'expérience client. Ça me fait penser que dans certaines marques, il y a une marque à laquelle je pense qu'on accompagne, en fait, le stock est évidemment mutualisé, enfin, la visibilité sur le Mm. stock est mutualisée. Et donc, à partir du moment où vous achetez le produit, bah, vous pouvez l'avoir disponible en 1 heure dans le magasin le plus proche. Donc, ça vous incite d'une part à prendre le produit sous 1 heure plutôt que d'être livré le jour où vous n'êtes pas là par un livreur qui a oublié de sonner chez vous, etc. Donc, voilà. Classique. Et donc, ça rentre quelque part, sur cette notion de loyauté dont tu parlais, Régis. Là, on met en avant le réseau. Et c'est la force du réseau qui nous C'est permet ça. d'être encore plus réactifs Mm. que la vente full digitale. Le deuxième point intéressant, c'est que ça enrichit le savoir-faire parce que, par exemple, sur l'enseigne à laquelle je pense, bah, vous avez des places dédiées pour le click and collect sur le parking. Et donc, quand vous arrivez, vous avez des places, vous pouvez vous garer pour récupérer l'achat que vous avez commandé, qui était disponible et donc retirable sous 1 heure dans votre magasin. Et ensuite, quand vous rentrez dans le magasin, vous avez un comptoir dédié pour le click and collect. Et donc, vous avez en fait une expérience client qui a été construite pour permettre au consommateur de commander le dimanche soir, pour reprendre l'exemple, à 22h30 sur son canapé, de passer le matin à 9h30 devant le magasin, de se garer sur la place dédiée, d'aller au comptoir dédié, de prendre le produit et de partir. Et là, en fait, on prend à bras le corps, en fait, on utilise la force du réseau pour construire une offre en fait, omnicanale qui parle en fait et qui facilite la vie du consommateur. Donc, je pense que ça, c'est intéressant de se dire comment en fait on en fait une force. Parce que effectivement, comme tu disais très bien, Régis, l'objectif d'un réseau, c'est aussi de mettre en avant en fait la force de frappe locale, physique, l'ancrage territorial du réseau, et donc de faire en sorte que le web soit aussi au service du réseau. Parfait. Il nous reste encore un petit peu de temps. Si vous avez encore des suggestions, des remarques ou des exemples intéressants à partager. Ouais, alors je me suis noté deux, trois points. Je pense que tout part par rapport à nos échanges, je pense que tout part de l'expérience client. Donc, en fait,
Le sujet, c'est le client nous l'impose. Il faut partir Mhm. de ce point de vue-là au départ. Si je suis dans un réseau, directeur de réseau, franchiseur, et que je me pose la question en fait de construire une démarche omnicanale, ou en tout cas de la challenger, le premier sujet, c'est que ça part du client. C'est le client qui a raison, et c'est le consommateur qui fixe la tendance. Ensuite, je pense qu'il y a un deuxième sujet, c'est effectivement de construire cette expérience client en mettant en avant le réseau. Je pense que ça, c'est une notion importante. Comme le disait Régis, la notion de loyauté du franchiseur, c'est jouer le jeu, défendre en fait le réseau et donc faire en sorte que cette expérience client nourrisse le savoir-faire, mais aussi nourrisse le réseau et mette en avant le réseau au quotidien. Je pense que ça, c'est un vrai sujet. Le troisième point important, je pense, c'est la pédagogie. On se rend pas compte à quel point, surtout quand on est dans le digital, hein, je parle souvent à des équipes DSI ou autres qui travaillent sur des sujets de monter des plateformes, de connecter la marque avec des marketplaces, etc. Enfin voilà, c'est quand même d'une complexité incroyable. Mhm. Donc la pédagogie derrière, elle est vraiment importante vis-à-vis du réseau. Expliquer ce que ça nous fait gagner, expliquer ce que ça coûte en termes de stratégie d'investissement pour la marque. Et la transparence sur ces sujets-là permet de lever, je pense, beaucoup de conflits demain. Et donc d'être transparent sur ce que ça coûte, ce que ça génère, mais les enjeux en fait derrière, je pense qu'il faut les partager. Et le dernier point important, l'avant-dernier, la logique de répartition de la valeur, comment le chiffre se réattribue, la marge, c'est des sujets qui sont importants, l'impact sur le modèle, sur les redevances derrière, etc. Et je pense que le dernier point, tu en as parlé au tout début, Régis, c'est la notion de savoir-faire sur le digital et notamment de l'animer. Il faut se rappeler que la force d'un réseau repose en grande partie sur l'animation. Si vos animateurs de réseau ne sont pas convaincus que l'omnicanalité, c'est le sens de l'histoire. S'ils ne sont pas à l'aise, formés avec les outils, en fait, vos franchisés ne suivront pas. Donc, il faut embarquer en fait le réseau, mais il faut aussi embarquer et former les équipes d'animation sur les outils en fait qu'on met en place dans le réseau au service des consommateurs. Donc, je pense que l'animation, elle doit être en fait embarquée dans ces sujets-là et elle doit être formée, en fait, formée aux outils pour pouvoir les valoriser au quotidien auprès des franchisés. Donc voilà ce que je me suis noté suite à nos échanges. Ouais. Et cette logique de pédagogie sur laquelle on a pas mal insisté aujourd'hui doit être retranscrite quelque part aussi dans les contrats de franchise. Ouais, Euh, Parce que aujourd'hui, enfin en tout cas les obligations qui peuvent être liées au digital ou à la mise en place d'un programme omnicanal ou d'un système d'omnicanalité au sein de réseau, derrière, ça va impliquer des obligations qui sont assez importantes, enfin, à l'égard des franchisés, ou alors en tout cas qui, prises individuellement, on pourrait se dire, bon, est-ce que c'est vraiment justifié? Est-ce qu'il y a vraiment une contrepartie derrière? Par exemple, la remontée des données clients, on sait que c'est peut-être un sujet évidemment sensible, des redevances spécifiques. Du chiffre d'affaires réalisé par le franchiseur. Donc ça, c'est des éléments qui, perçus comme ça, une à une, on peut se dire, derrière, est-ce que le franchiseur va pas trop loin dans les obligations qu'il impose au réseau? Donc, d'où l'idée, mais ça vaut pour ce qu'on parle ici, mais à plein d'autres choses aussi dans les contrats de franchise, mais d'où l'idée d'expliciter, quelque part, de causer, d'expliciter, de justifier pourquoi on met cela en place. Et donc, ça doit se retrouver, bon, sans en faire des pages et des pages, mais on doit retrouver cette pédagogie, cette explication aussi dans les contrats. Et d'ailleurs, les contrats de franchise évoluent euh, aussi du fait de cette omnicanalité. euh, C'est-à-dire qu'on commence, oui, c'est un contrat qui va encadrer les différents savoir-faire dans les différents canaux et plus uniquement sur le point de vente physique. Et donc, derrière, il peut y avoir cette logique de venir revoir aussi les contrats et la rédaction des contrats euh, dans ce cadre de pédagogie, d'explication, de justification. ouais, tu as la notion de contrat et tu as raison, tu as la notion aussi de responsabilité. Mm, Enfin, quel est le rôle de chacun dans le dispositif et notamment quel est le rôle des franchisés sur, tu parlais de fichiers clients, c'est important, mm, et notamment sur voilà, l'usage des outils, l'usage des technologies. Il y mm, a des vrais enjeux derrière, mm, 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 au-delà de l'omnicanal, sur la web sécurité. mm, Moi, il y a un réseau qu'on accompagne actuellement qui a, je crois, 150 franchisés. Ils ont fait, euh, Ils ont fait un audit informatique, donc il y a 7 niveaux de sécurité. Sur le niveau 1, qui est un phishing de base truffé de fautes d'orthographe, il y a 30% des franchisés qui sont tombés dedans.
Donc vous avez un tiers du réseau qui en fait au niveau 1 test sécurité, il y a 7 niveaux hein, qui sont testés Hmm. durant l'année. Donc en janvier, vous avez déjà 30% du réseau qui est tombé. Donc la question en fait derrière, propriété du fichier Hmm. client, respect des données, confidentialité, euh, sécurité informatique, c'est des sujets qui sont vraiment structurants, qui doivent être pris à bras le corps par les enseignes, notamment en formation, en animation, quoi. Ouais, la sécurité, c'est évidemment aussi, et ça nous Essentiel. oblige ouais, Hmm. à repenser un peu aussi les systèmes, toutes On les clauses sur ne les systèmes citera pas la informatiques. marque, mais vous êtes Hmm. peut-être client de certaines marques et vous recevez actuellement des mails en disant ne vous inquiétez pas, vos données n'ont pas été, malgré l'attaque informatique dont nous avons fait l'objet, vos données sont restées sécures, il n'y a pas de souci. Alors, Mais c'est assez j'en ai régulier. reçu un en plus récemment, et pour le coup, ils ont admis qu'une partie des données, nom, prénom, adresse, avait été volée, mais pas les coordonnées bancaires. Ouais, voilà, Ouais, ça arrive, mais c'est pas un petit groupe en ça plus. arrive. Donc il y a des enjeux derrière de cybersécurité extrêmement importants. Ouais. Bon, super. Le sujet est très très vaste et vous êtes bien évidemment tous les deux passionnés, donc on pourrait en parler pendant des heures. La préparation était déjà, super intéressante. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, ce qui n'empêchera pas, pourquoi pas, si on parle de sécurité par exemple, ça pourrait être l'objet carrément d'un vrai webinaire. Hmm. On laissera les personnes proposer leur sujet pour 2025 également. Je suis à l'écoute. Merci à tous les deux pour cette première partie. Je vais arrêter l'enregistrement. Merci à tous qui nous ont regardés et on passe aux questions-réponses.